Dans un contexte de recomposition brutale des rapports de force au Moyen-Orient, l'agression génocidaire menée par l'entité sioniste contre le Liban s'inscrit dans une stratégie militaire d'escalade sioniste régionale. Derrière le discours sécuritaire et les arguments fallacieux, cette agression génocidaire s'inscrit dans une continuité historique faite de domination, d'asymétrie militaire et de mise sous pression durable des populations libanaises, palestiniennes et même moyen-orientales. Ces dernières 24 heures, l'acharnement sioniste s'est abattu sur le sud du Liban, sur la capitale Beyrouth, sur des quartiers, sur les infrastructures. Les civils étaient la cible de l'entité sioniste et les images qui nous parviennent sont le seul témoin du martyre du peuple libanais. Dans le dessein sioniste, les régions changent de Gaza à Beyrouth, mais l'objectif reste le même, l'expansion, l'épuration ethnique. Dans le même temps, la confrontation entre la résistance et l'entité sioniste illustre un rapport de force qui dépasse le cadre strictement libanais pour s'inscrire dans un affrontement régional plus large. C'est dans cette séquence marquée par la violence, les destructions massives et les tensions géopolitiques croissantes que s'inscrivent les enjeux qui seront abordés ici ce soir. Ciblage des civils, guerre asymétrique, stratégie de domination, bataille de l'information, résistance et risque d'embrasement régional. Autant de dimensions qui éclairent une réalité plus large, celle d'un conflit appelé à redessiner durablement les équilibres du Moyen-Orient. Madame, Monsieur, bonsoir. Vous l'aurez compris, le fil rouge de Al24 News sur la situation au Moyen-Orient se poursuit. Madame, Monsieur, merci de nous rejoindre en direct sur Al24 News pour ce fil rouge qui se poursuit sur la situation au Moyen-Orient avec un focus sur le Liban qui, comme vous le savez, subit actuellement, au moment où l'on parle, une agression génocidaire sioniste. Ces dernières 24 heures, pas moins de 200 Plus de 200 Libanais sont tombés en martyrs. Et pour revenir sur cette situation, j'ai le plaisir et l'honneur d'être accompagné de Akram Kharief, expert en sécurité et défense, qui me rejoint depuis Tunis. Bonsoir Akram, merci de me rejoindre. Bonsoir. Bonsoir. Alors Akram, je rappelle que vous venez juste de publier un livre qui s'appelle Dans l'ombre de Shahed, l'épopée du drone iranien qui revient sur l'histoire justement des drones iraniens depuis 1981 à 2026. J'ai également le plaisir d'être accompagné de Youssef Boussamah, historien et militant antisioniste. Bonsoir Youssef. Bonsoir à vous, merci de votre invitation. Merci Youssef. Youssef, restez avec moi, je commence avec vous, c'est toujours un plaisir et un honneur de vous recevoir. Youssef, en tant qu'historien, est-ce que vous pouvez nous expliquer aujourd'hui dans quelle mesure ces frappes génocidaires de l'entité sioniste s'inscrivent dans une logique historique de colonisation et d'occupation où le territoire libanais est instrumentalisé pour renforcer l'hégémonie de l'entité sioniste sur l'ensemble de la région du Moyen-Orient? Oui, effectivement, le Sud-Liban a toujours, le Liban, d'une façon générale, a toujours été un maillon important dans cette partie du Moyen-Orient, dans ce qu'on appelle le Bilad Hacham, et entre autres parce que le Liban a une longueur de côte très importante. Historiquement, il a toujours constitué avec la Palestine le verrou de la Méditerranée, le verrou oriental de la Méditerranée, c'est l'entrée dans l'Orient. Donc, il a une situation stratégique essentielle. Et puis aussi, il constitue un véritable château d'eau naturel. Un certain nombre de cours d'eau, comme en coule au Sud-Liban, qui ont toujours excité la convoitise des sionistes depuis déjà le projet sioniste de Herzl. Hein. N'oublions pas que le projet sioniste de Herzl englobait aussi une partie du Liban et une partie de la Syrie. Et en ce qui concerne le Liban, ce sont les sources d'eau, donc Zahrani, Litani et autres cours d'eau, des fleuves côtiers en fait, qui ont toujours entraîné la convoitise de l'entité sioniste. Donc de ce point de vue, eh bien le Liban est un enjeu considérable aussi parce que le Liban, par ses forces de résistance, eh bien constitue un défi. Actuellement, c'est environ la 5e invasion du Liban, ou la 4e, 5e invasion du Liban, avec une occupation qui avait duré pendant près de 20 ans. Entre 82 et 2000. Et donc, à chaque fois, l'entité sioniste s'est cassé les dents, en quelque sorte, et a dû repartir.
notamment en 2000 l'entité sioniste a été chassée et repartie la queue entre les jambes du Liban. Donc là, c'est une 5e tentative. Tout ce que sait faire l'entité sioniste, c'est bombarder, tuer. Ça, on peut lui reconnaître cette qualité. Elle sait tuer. Hein, l'armée israélienne sait tuer convenablement des civils, mais face à la résistance, elle s'est toujours cassé les dents. Et c'est ce qui explique ce regain de barbarie actuel, c'est que ne pouvant rien faire, l'invasion terrestre qui était annoncée n'a toujours pas réellement eu lieu. Les troupes sionistes n'arrivent pas à avancer vraiment. Ils se heurtent à de véritables murs de défense. Il y a une trentaine de villages sur le Liban qui ont été rasés à la surface du sol, mais ces villages constituent autant de bastions de résistance, hein, de lieux d'embuscade, et l'armée sioniste n'arrive pas vraiment. C'est ce qui explique la sauvagerie, cette barbarie, qui n'est pas sans rappeler historiquement le massacre de Guernica pendant la guerre d'Espagne, au début de la guerre d'Espagne, par l'aviation nazie qui était alliée du fasciste Franco, qui n'est pas sans rappeler le bombardement de Varsovie par l'aviation allemande aussi. C'est lorsqu'on n'arrive pas à obtenir des gains au niveau du sol, eh bien on se venge sur les civils avec une sauvagerie redoublée. C'est ce qui expliquait aussi pendant la guerre du Vietnam la sauvagerie américaine. Voilà, ça ne changera rien. Par contre, le nombre de morts augmente. Il est blessé par milliers, afflue dans les hôpitaux. Très bien, Youssef. Je précise juste que depuis 1978, le Liban est envahi, donc comme vous l'avez dit, à plusieurs reprises par l'entité sioniste, et même Beyrouth a été envahi, conduisant au massacre de Sabra et Shatila. Je viens vers vous, Akram Khariev. Akram Khariev, selon vous, vous qui connaissez bien la défense et la sécurité, est-ce qu'on peut aujourd'hui analyser cette offensive sioniste qui est génocidaire, faut-il le rappeler, comme étant dans une fonction d'un ordre impérial global, et surtout dans quelle mesure l'entité sioniste agit comme un relais stratégique des intérêts des grandes puissances occidentales, en particulier des États-Unis dans le Moyen-Orient. On sait que c'est déjà le porte-avions, on le dit, c'est le porte-avions des États-Unis dans cette région. Je pense qu'il faut prendre les choses un peu à l'inverse. L'entité sioniste aujourd'hui exerce tellement de pression politique sur les États-Unis qu'on peut considérer que non pas cette entité est le porte-avions fixe des États-Unis, mais que plutôt les États-Unis sont la réserve d'armes de cette entité qui fait ce qu'elle veut, clairement ce qu'elle veut dans la région, et qui essaie d'imposer par la diplomatie, par la corruption morale, ses idées lorsqu'elle réussit, mais très souvent, elle essaye de les imposer par la force. On est en train de constater depuis le début de la guerre contre l'Iran que le Liban est devenu une sorte d'agneau sacrificiel qui recueille toute la vengeance de l'entité sioniste. On est en train de massacrer des civils par centaines et par milliers, et c'est une situation totalement inédite. On a tendance à oublier que le procès de Benjamin Netanyahou va se réouvrir dimanche prochain, oui. Et qu'il est en fait que tout son caractère va-t-en-guerre sert d'abord à le protéger des poursuites judiciaires qui ont été d'ailleurs suspendues à cause de la guerre contre l'Iran. Donc, on voit que plus il y a de guerre, plus il y a de sang. Netanyahou et sa clique, son entourage direct sont rassurés, protégés. Ils parviennent aussi à maîtriser la rue dans les territoires occupés, mais aussi dans les parties administrées par l'entité sioniste. Toute cette situation-là où les civils occupants de ces terres sont terrés dans des abris arrange énormément Benjamin Netanyahou, parce que ces civils-là, en théorie, devraient être dans la rue à protester pour le départ de cette junte, de ce régime. Je dis junte parce que le président, enfin le premier ministre Netanyahou a aussi un caractère militaire, c'est lui qui est en train de commander directement, et je considère que cette entité-là est dirigée par une junte qui
qui a en plus d'un caractère militaire, a aussi une sorte de caractère idéologique, messianique et religieux qui est très très dangereux pour la région. D'ailleurs, le Premier ministre sioniste ne s'en cache absolument pas. On va revenir sur la stratégie militaire adoptée par l'entité sioniste au Liban. Faut-il aussi rappeler que Benjamin Netanyahou, Premier ministre sioniste, est actuellement sous mandat d'arrêt international, mais toujours protégé par la complicité des puissances. Je viens vers vous, Youssef Bousmah. Youssef Bousmah, on le dit sans détour, l'offensive sioniste aujourd'hui est une offensive génocidaire, qu'elle soit à Gaza, comme reconnu par l'ONU et l'ensemble des observateurs internationaux, des militants, des amis de la Palestine, des peuples du monde entier. Il est question d'un génocide au Liban aussi. Quand on voit aujourd'hui le ciblage de civils, quand on voit le ciblage d'infrastructures, en moins de 24 heures, pas moins de 200 personnes, de 200 Libanais sont tombés en martyrs. Est-ce que cette stratégie révèle-t-elle du fait accompli territorial, politique, visant à imposer une domination durable par la peur, la destruction systémique du Liban? Parce que vous l'avez dit lors de la première partie de l'émission, ce n'est pas la première fois que l'entité sioniste tente d'envahir le Liban. Oui, bien sûr. Les objectifs sont multiples. D'abord, l'objectif est de briser la résistance libanaise, qui est une résistance absolument exemplaire. Tout le monde disait que la résistance de Hezbollah était terminée, que l'affaire des beepers, etc. Il y a eu quand même 5000 victimes, hein, 5000 martyrs. Donc l'entité sioniste était sûre d'elle. Ça allait être un jeu facile, ça allait être une partie plaisir que d'entrer au Liban. Et non, elle s'est tout de suite heurtée, l'armée sioniste s'est tout de suite heurtée à une très très vive résistance avec des moyens très importants. Ça n'est pas un secret que de dire que l'Iran a beaucoup soutenu et même sur le terrain soutient beaucoup cette résistance, évidemment, avec des armes. Donc l'entité sioniste a été prise de court. L'armée israélienne a été prise de court. Et donc, je le dis, elle n'a pas pu réaliser ses objectifs. Ses objectifs étaient les suivants. D'une part, comment détruire la résistance de Hezbollah, qui est quand même un exemple. Et d'autre part, comment détruire la résistance libanaise, il n'y a pas que Hezbollah, hein, mais entre autres, et d'autre part, imposer au Liban un traité de paix qui ferait du Liban un État vassal de l'entité sioniste. Il ferait du Liban un État vassal de l'entité sioniste, avec un gouvernement libanais qui serait aux ordres. C'est le but qui est poursuivi par l'entité sioniste depuis toujours. Installer à Beyrouth un État vassal de l'entité sioniste. Et évidemment, comme cela ne va pas se faire facilement, eh bien, au passage, provoquer une guerre civile au Liban, puisque ça consisterait à forcer l'armée libanaise, comme ils le disent, à retirer les armes de Hezbollah. Et si cela était tenté, évidemment, cela provoquerait d'abord un effondrement de l'armée libanaise, puisque il y a quand même la communauté chiite est extrêmement représentée dans l'armée libanaise. On imagine mal cette armée commence se scinder, hein, et ensuite ça provoquerait une guerre civile dans le pays. C'était le but de l'entité sioniste, hein, en exerçant une pression tellement forte par ce bombardement, forcé à ce qu'il y ait entraîner une guerre civile au Liban. Et cela ne se passera pas comme cela, évidemment. Et c'est pourquoi cette barbarie redouble de plus belle. Ce qui est grave, c'est que les Occidentaux laissent faire. C'est antisécionniste. Il n'y a aucune raison, disons, de défense. Il n'y a qu'une raison d'agression brute, comme ce fut le cas d'ailleurs contre l'Iran pour Trump. Des motifs d'agression brute, barbare, dans le but d'imposer une hégémonie. Alors évidemment, il y a les soucis judiciaire de Netanyahou, et notre ami sur le plateau a raison de le signaler tout à fait, absolument. C'est pour Netanyahou ne survit que par la guerre et pour la guerre. Mais il y a aussi, de la part, et là dans la continuité, indépendamment de Netanyahou, malheureusement, notre ami sur le plateau a raison de dire, on a une véritable junte militaire, c'est une catégorie militaire qui dirige l'entité sioniste, et écraser toute résistance au Liban a toujours été un objectif avant Netanyahou. Et ça le demeurera après Netanyahou, jusqu'à ce que l'entité sioniste soit empêchée
soit empêcher de nuire d'une façon ou d'une autre. Très bien, justement, je viens vers vous, Akram Khalif, à la lumière de ce que vient ce que vous avez dit tous les deux. Finalement, il y a cette relation entre le militaire et le politique, si je peux m'exprimer ainsi, au sein de l'exécutif de l'entité sioniste. Netanyahou n'est pas le premier à avoir été à la tête de l'armée et puis à se retrouver Premier ministre. On peut aussi parler de Yitzhak Rabin, on peut parler aussi de Ariel Sharon. Il y a cette ambivalence ou cet intérêt direct du politique et du militaire dans l'organisation même interne de l'entité sioniste. Il y a aussi quelque chose qui est très intéressant et qu'on peut-être on observe aujourd'hui. J'aimerais avoir votre avis, Akram Khalif. Est-ce qu'il est question là de ce qu'on appelle la logique de Dahiya visant à transformer la société en un levier de pression politique et surtout, cela nous révèle sur les conceptions sécuritaires basées sur la punition collective, que ce soit dans la stratégie opérée dans le Liban ou à Gaza? Oui, d'abord, les dirigeants de cette entité ne font aucune différence entre des civils et des militaires. Pour eux, chaque civil est potentiellement un individu armé qui risque de se retourner contre eux un jour. Donc, Je me permets de vous couper. Akram, d'ailleurs, il y a eu la loi concernant les prisonniers palestiniens qui vient aussi prouver cette logique de vouloir éliminer toute forme de résistance, j'ai envie de dire, arabe-palestinienne. oui, tout à fait. En fait, tout ceci a un nom, hein, ça s'appelle du terrorisme. On applique de la terreur armée sur des populations de manière indiscriminée pour justement créer ce choc qui ferait que ces populations-là réfléchissent avant de se rebeller. Bon, malheureusement ou heureusement pour eux, il se trouve que les Palestiniens, les Libanais, les Iraniens ne sont pas faits de ce bois-là et ce sont des gens qui, eux aussi, ont appris à faire avec et ont appris aussi la résistance comme étant quelque chose de sacré pour eux. Et on le voit chaque jour qui passe, chaque affrontement gagné ou perdu face aux sionistes est une bonne raison de continuer, hein. Au contraire, j'ai l'impression que pour les résistants, quel que soit l'endroit où ils sont dans ce monde, on a une impression réelle que chaque jour, la fin est proche et surtout la victoire est proche. Donc, la victoire serait que cette entité-là, telle qu'elle est aujourd'hui, telle qu'elle est faite aujourd'hui en occupant cette terre, elle doit disparaître, elle doit se recomposer, se retravailler, doit devenir autre chose. Cette autre chose sera, à mon avis, idéalement une terre qui accueillerait tout le monde, quelle que soit leur religion, quelles que soient leurs idéologies. Et je pense qu'aujourd'hui, tout le monde serait d'accord et serait même serait très, très content de voir un projet aussi pluraliste et aussi ouvert se réaliser dans cette région, hein. Ça devrait être une source d'inspiration et un objectif pour tous les pays de la région, tous les pays arabes notamment. Très bien, Akram. Madame, messieurs, Bassem Larej, expert en droit international et en relations internationales, vient de nous rejoindre. Bonsoir, Bassem. Bonsoir. Merci de nous rejoindre, Bassem. Bassem, restez avec moi. Bassem, je profite de l'occasion de vous recevoir pour vous poser cette question qui est un peu technique. Est-ce qu'on peut parler aujourd'hui de ce qui se passe au Liban comme étant une agression génocidaire quand on sait qu'en moins de 24 heures, pas moins de 200 Libanais sont tombés en martyrs, quand on voit les infrastructures civiles être la cible de l'agression contre le Liban? Oui, c'est indiscutable. C'est des crimes de guerre qu'on voit quotidiennement, en tout cas à un niveau extrêmement élevé depuis hier, avec ce ciblage structuré contre des civils principalement et des infrastructures civiles qui servent directement à la population libanaise. Et les chiffres sont là pour montrer l'ampleur de ce crime en réalité. Là, les derniers chiffres viennent de tomber. On parle, rien que pour la journée d'hier, de plus de 300 morts et plus de 1100 blessés. Donc ça montre déjà l'ampleur du massacre que les Libanais vivent depuis ces derniers jours et qu'ils vivent en réalité depuis très longtemps. Mais là, c'est l'ampleur qui est extrêmement choquante.
Oui, on voit que c'est une politique de vengeance de la part d'Israël vis-à-vis de la population libanaise, et elle cherche à travers ces attaques à faire payer à l'État libanais, à la société libanaise, le prix de cette guerre et de la cessation des hostilités, entre guillemets, ce cessez-le-feu, parce qu'il n'est pas entré nécessairement dans l'agenda et la stratégie israélienne, et on sent que c'est une vengeance vis-à-vis du Liban. Très bien. Youssef, est-ce qu'on peut considérer aujourd'hui, d'ailleurs, l'expert en droit international et en relations internationales vient de nous le dire, il est bien question d'un génocide en vue des faits directs. Est-ce qu'on peut considérer finalement aujourd'hui, ou dans quelle mesure on peut considérer que cette tactique de vengeance collective ou de massacre collectif, de génocide, est un modèle sioniste de préemption et de contrôle indirect sur le territoire qui vise à redéfinir les rapports de force et l'influence indirectement sur les alliances entre puissances régionales, faisant référence notamment à l'Iran ou encore à l'Arabie Saoudite, à la Turquie, et même peut-être un peu plus large en Orient? Bien sûr, de la part de l'antisémitisme, c'est une démonstration forte. C'est pour terroriser. Effectivement, c'est un État terroriste. Et le Liban, eh bien, on se sert du Liban comme exemple, en disant aux autres, regardez notre puissance, regardez comme nous sommes forts, regardez comment nous pouvons détruire un pays en très peu de temps. Et il est important de signaler que parmi toutes les victimes, l'immense majorité des victimes, pour pas dire 100%, sont uniquement des civils, puisque l'entité sioniste n'a plus aucun renseignement sur l'organisation Hezbollah aujourd'hui. Et donc, ils ne font que frapper, justement parce qu'ils n'ont plus de renseignements. Effectivement, l'organisation Hezbollah s'est complètement reconstituée, s'est restructurée, et d'après ce que l'on sait, eh bien, actuellement, ce sont même des observateurs sionistes qui le disent dans la presse. En fait, on n'a aucune cible réelle, réellement authentifiée. Et donc, on ne fait que frapper. Et alors on prétend qu'on a frappé un commandant, mais c'est absolument faux. Et donc, terroriser, frapper les civils, c'est une façon, d'abord, évidemment, de se venger, ça a été dit, de se venger du Liban, de se venger de cette trêve dont Netanyahou ne veut absolument pas avec l'Iran, parce que si cette trêve se conclut, c'est un tournant stratégique incroyable dans la région. C'est un tournant stratégique au moins aussi important que la fin de la guerre du Vietnam, que la défaite au Vietnam des États-Unis en 1975. Ce sera un événement très, très important. Donc, il faut absolument empêcher cela, parce que s'il y a cette défaite impérialiste aujourd'hui, eh bien, l'entité sioniste sait très bien qu'ensuite, eh bien, la roue de l'histoire va tourner. Aux États-Unis va se constituer un mouvement qui dira finalement à quoi bon soutenir Israël, ça ne nous rapporte rien, et en plus Israël n'est même pas capable d'assurer l'ordre pour les intérêts impérialistes. Donc c'est la raison pour laquelle Netanyahou a aussi très très peur de ce virage. Donc terroriser toute la région en frappant les civils, et justement en disant nous ne frapperons pas uniquement des militaires, des cibles militaires, mais tout le monde, tout arabe de la région, et tout non-arabe, tout iranien et même tout turc dans l'avenir peut être la cible de notre volonté, de notre barbarie. C'est très très important de signaler cela. Il s'agit de crimes de guerre qualifiés. L'entité sioniste doit être poursuivie pour ces crimes de guerre, exactement comme elle a été pour Gaza, pas uniquement Netanyahou, mais tous les chefs sionistes. Regardez un petit peu l'attitude de Lapid, qui paraît-il est l'opposant à Netanyahou. Il est totalement d'accord, il est totalement opposé même à cette trêve avec l'Iran. Donc voilà, il s'agit d'une entité terroriste qui commet des crimes caractérisés, des crimes que le droit international de toute façon réprouve totalement, et on attend qu'effectivement il y ait des sanctions internationales par rapport à ce qui se passe au Liban aujourd'hui. Très bien. Akram Kharia, vous avez dit tout à l'heure que l'un des objectifs du Premier ministre sioniste est aussi une ambition personnelle dans le cadre de ces agressions génocidaires contre le Liban et Gaza survivre par la guerre, survivre politiquement par la guerre. Est-ce qu'on peut considérer que dans les objectifs globaux, en plus de ceux que vous à juste titre énumérés, il y a aussi l'intérêt d'un complexe militaro-industriel où la guerre sert à justifier l'argent ou sert à justifier des budgets colossaux?
Je ne pense pas parce que dans le cas de l'industrie militaire israélienne, aujourd'hui, l'entité sioniste a tellement peiné face à ses adversaires sur différents fronts et sur Mhm. pendant différentes guerres que on s'aperçoit un petit peu que les Israéliens n'arrivent plus à produire, donc en termes d'innovation, en termes d'efficacité et que on a vu, hein, on les a vus incapables de gérer des salves de missiles De, venant de l'Iran. d'Iran, mais Mm. même là, hein, des salves de roquettes, les statistiques parlent d'elles-mêmes. En une vingtaine de jours depuis l'entrée en lice du Hezbollah Mm. dans ce conflit, ce sont 4700 roquettes qui se sont abattues sur les territoires occupés en provenance du nord. C'est totalement significatif. Au contraire, hein. Je pense que l'industrie militaire de cette entité va avoir beaucoup de peine à exporter et va avoir beaucoup de peine à convaincre d'éventuels clients. Bon, bien sûr, en dehors des clients politiques Mhm. traditionnels que l'on connaît, ça va être très dur pour eux. Moi, je voulais quand même dire deux mots sur la stratégie de l'armée israélienne au Liban et pourquoi un peu il y a ce déchaînement-là. Parce que il faut voir, c'est une guerre au long cours, c'est une guerre qui a débuté dans sa phase la plus moderne en 2006. Hein. Les sionistes se sont fait surprendre complètement Par le par Hezbollah. le Hezbollah Mhm. au sud du Liban. Ils ont reçu une leçon tactique et stratégique et ont été repoussés de manière très violente par le Hezbollah. Ils ont appris de ça ils ont appris de cette défaite lors de la guerre des 12 jours, alors que tout le monde attendait ou Mm. s'attendait à ce que le Hezbollah encaisse une avancée sioniste. On a vu qu'ils ont été débordés un peu de partout parce que justement les Israéliens avaient compris que une des choses à ne pas faire, c'était de suivre les routes et qu'il fallait qu'ils construisent leurs propres pistes et aller doucement sur des chemins non minés qu'ils auraient eux-mêmes tracés et conçus. Et c'est ce qu'ils ont fait. Et là encore, c'est le Hezbollah qui a appris de cette guerre et qui s'est complètement redéployé et qui a adopté une toute nouvelle stratégie qui est celle que l'on voit un petit Mm. peu en Ukraine et qui est celle de la guerre des drones, la guerre d'embuscade et des embuscades ouvertes, placées un peu partout, un minage systématique de donc, tous les passages possibles, même s'ils ne sont pas aménagés. Et on a vu que ça a donné des résultats excellents. Et on est en train de voir l'armée israélienne piétiner littéralement et subir d'énormes pertes. On parle de plus de 75 blindés qui ont été détruits Mm. en une vingtaine de jours, voire même moins de jours. C'est un bilan calamiteux et ça, c'est ce qui est en train de nourrir aujourd'hui cette soif de vengeance, cette soif de sang qu'a Netanyahou. Et c'est pour ça qu'on voit ce déferlement de feu sur les pauvres civils libanais. Très bien, Akram Kharief, on revient vers vous et vers l'ensemble des invités de ce plateau tout de suite après cette courte page publicitaire. Madame, Monsieur, bienvenue sur ce plateau de édition spéciale pour poursuivre ce fil rouge sur la situation en Moyen-Orient. Comme vous le savez, après le cessez-le-feu avec l'Iran et l'arrêt de l'agression menée par l'entité sioniste et les États-Unis contre l'Iran, un génocide ou une agression génocidaire est en train de s'opérer actuellement au moment où l'on parle au Liban, s'ajoutant à l'agression génocidaire contre Gaza. Lors de cette première partie, nous avons essayé avec mes invités de revenir sur les enjeux de l'entité sioniste, mais aussi sur sa stratégie politique et militaire. Je reviens vers vous, Akram Kharief. Akram Kharief, on a commencé à parler de cette stratégie
stratégie militaire, vous avez commencé à nous expliquer qu'il y a finalement une incapacité structurelle de l'entité sioniste à porter une victoire face à la résistance palestinienne, à la résistance libanaise ou plus précisément au Hezbollah. Est-ce qu'on peut considérer finalement que cela, et vous avez aussi parlé de la doctrine de la vengeance qui est en train d'opérer sur place aujourd'hui, l'entité sioniste, comme elle a été opérée à Gaza. Qu'est-ce que la stratégie de la vengeance et est-ce que la stratégie de la vengeance est profondément ancrée dans la structure même militaire sioniste et même j'ai envie de dire, dans la doctrine de l'existence ou sioniste depuis Herzl finalement? Oui, tout à fait. C'est un réflexe très, très ancien. Cette armée-là considère que à chaque guerre qu'elle mène, elle est en train de jouer une sorte de combat existentiel et que, en cas de défaite, l'avenir de cette entité sera complètement géopardisé, complètement perdu. Et donc, il n'y a pratiquement pas de limite. On le voit, il n'y a même pas de limite face aux civils israéliens. Hein. On connaît la doctrine sans sang, le fait qu'ils puissent bombarder leurs propres civils ou leurs propres soldats pour éviter qu'ils ne soient pris. On a vu que beaucoup de civils et de soldats ont été tués lors du 7 octobre, lors de l'action du Hamas à Gaza, dans les pourtours de Gaza. On a vu que les Israéliens n'ont pas hésité sur tirer sur tout ce qui bougeait, y compris leurs propres civils. Et donc, c'est profondément enraciné lorsqu'il s'agit de choses militaires et de risques pour l'entité. Il n'y a aucune limite, malheureusement aucune limite en tout, y compris l'utilisation excessive d'armes et de bombes, mais aussi, je le rappelle, à une ou deux reprises dans son histoire, l'entité sioniste a menacé ou était sur le point d'utiliser l'arme atomique, surtout en 1973. À deux reprises au moins, elle a réfléchi à son utilisation, si ce n'est les petits moments de basculement vers la fin de la guerre qui lui ont été favorables. Donc, c'est un ennemi qui est très, très dur, qui est très, très entêté et qui n'a aucune limite morale parce qu'il considère qu'il est au-dessus de la morale. Donc, il faut faire vraiment attention. Et une des façons, et les Iraniens l'ont très, très bien compris, c'est la passion stratégique, la résilience et offrir le moins d'objectifs possibles justement à cette armée sioniste. Donc, aujourd'hui, le problème du Liban, à mon avis, c'est que c'est un pays qui est tellement divisé, qui est tellement habité par des tensions confessionnelles et ethniques que malheureusement, les sionistes essayent d'appliquer une pression sur tout le monde pour justement transférer cette pression-là sur le gouvernement libanais, mais sur aussi la population pour que, dans leurs esprits, elles chassent le Hezbollah. Mais on se rappellera tous que le Hezbollah a été créé non pas sur une base religieuse, mais sur une base de résistance à l'occupation, et que de nombreux non-musulmans même ont été membres du Hezbollah. Très bien, Akram Khalif, on va revenir justement sur cette tentative de l'entité sioniste de jouer sur les cordes sensibles du Liban pour créer un climat de tension extrême au sein même de la population. Bessam Larej, à votre avis, comment est-ce qu'aujourd'hui la confrontation entre l'entité sioniste et le Hezbollah ou la résistance libanaise de façon générale est en train d'illustrer un rapport de force qui est finalement asymétrique, mais surtout un rapport de force où les dynamiques de résistance deviennent un acteur de la géopolitique régionale? Effectivement, et on voit toutes les difficultés auxquelles est confronté Israël lorsqu'il est face à des groupes de résistance et non pas à une armée structurelle, comme on l'a vu dans les précédentes guerres, qui ont opposé Israël face aux États arabes.
parce que sa puissance de feu peut être efficace contre une armée traditionnelle, mais on voit toute son inefficacité en réalité face à des groupes de résistance bien structurés, bien organisés, qui mènent des techniques de guérilla. Et ça déstabilise totalement l'armée israélienne. Et on voit d'abord à Gaza avec la résistance du Hamas, qui a finalement, malgré la différence de puissance entre les deux parties, on a que les membres du Hamas ont tenir leur position et d'énormes pertes de l'armée israélienne. Et c'est la même chose par rapport aux Libanais qui est beaucoup plus fort en réalité, plus d'espace, aussi plus de moyens financiers que le Hamas. Entre un groupe de guérilla et une armée traditionnelle, donc c'est un mixte entre les deux, ce qui constitue également la fragilité de Hezbollah par rapport à Hamas face à Israël aussi. Et dans tous les cas, on voit que le Hezbollah aujourd'hui continue de résister avec ses différentes méthodes qui montrent leur efficacité. Et on a vu dernièrement, il y a quelques heures, l'armée israélienne a reconnu la perte d'un million de soldats également dans les confrontations direct avec les membres du Hezbollah. Et on voit également toute la stratégie israélienne dans ce sens d'essayer de jouer sur comme ça a été dit, sur les questions, la question des minorités ethniques ou des minorités religieuses pour essayer de diviser la solidarité qui peut exister notamment au Liban, dans une manière d'essayer de montrer que le Hezbollah chiite, soutenu par l'Iran, il engage tout le Liban dans une confrontation en perdu d'après la Union européenne. C'est une manière également de pousser les autres Libanais à s'opposer à Hezbollah, mais on voit que cette technique finalement est également inefficace. Plusieurs Libanais, donc ça a été de différentes questions, notamment des chrétiens qui pensent aujourd'hui en réalité leur solidarité à la résistance libanaise face à l'agression israélienne. Et cette stratégie n'est pas de la part d'Israël d'essayer de jouer sur les tensions, je dirais, ethniques et religieuses dans cette alliance multi-ethnique et multi-religieuse. On le voit aujourd'hui également en Syrie avec la question de Russe. Et comment les Israéliens essayent également de jouer sur cette carte pour diviser les Syriens et donc pour créer de tensions et pour voir des forces d'appui à l'intérieur des États. On a vu également en Iran, lorsque le président américain et l'Allié commençaient à parler de la possibilité d'armer les Kurdes iraniens pour déstabiliser le République islamique, ça rend toujours dans cette ligne de diviser pour mieux régner en essayant d'utiliser les minorités ethniques et religieuses pour finalement mener à bien leur agenda dans la région, qui vise finalement à déstabiliser l'ensemble des États, à faire entrer en de guerre civile et d'avoir des États faillis, pour permettre finalement à Israël d'avoir la même mise sur la région et d'avoir une vision équilibrée et de ne plus avoir d'États qui peuvent créer un certain équilibre, notamment comme l'Iran aujourd'hui, et créer cet équilibre dans la région. Très bien, Bassem. Justement, je viens vers vous. Youssef Boussama, à la lumière de ce que vient de nous dire Bassem, mais aussi Akram Khaliev concernant les crises que subit le Liban ou la politique interne du Liban. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment est-ce que les interventions et les ingérences sionistes au Liban ont influencé, pour ne pas dire ont façonné, les dynamiques de la politique interne du Liban? Je parle des crises politiques, je parle de ces fractures confessionnelles, je parle de la souveraineté elle-même de l'État libanais, mais surtout leur articulation avec les rapports de force et de domination dans une échelle globale. Oui, tout à fait. C'est pas uniquement la politique sioniste, c'est la politique occidentale en général qui a toujours joué sur les disparités ethniques, religieuses dans tout l'Orient, pas uniquement au Liban, mais dans tout l'Orient. Mais en quelque sorte, le Liban est un petit peu en réduction. Ce qui s'est passé dans toute la région de l'Orient, pas uniquement arabe, mais disons dans l'ouest de l'Asie, à savoir jouer sur les contradictions religieuses, ethniques, pour se maintenir. Alors la France l'avait déjà fait lorsqu'elle était en concurrence avec l'Angleterre au XIXe siècle, aux alentours de 1860, la France et l'Angleterre étaient intervenus et s'étaient disputés la région à travers les chrétiens et les druzes. Donc on s'était affronté par druzes et chrétiens interposés. Il y avait une grande concurrence. Et l'entité sioniste, en tant qu'État constitué par l'Occident,
sur une base justement communautaire, eh bien, on sait quelque chose. L'entité sioniste est le produit justement du découpage de la région par l'Occident. Et donc, l'entité sioniste projette sur le Liban ce qui est sa nature propre, à savoir jouer sur les contradictions supposées, ou en tout cas créer des contradictions sur une base ethnique, religieuse. Et c'est comme ça qu'au Liban, eh bien, l'entité sioniste, depuis toujours, eh bien, a joué sur ces communautés, a essayé d'instrumentaliser ces communautés, exactement comme elle l'a fait en Palestine occupée. Ou en Palestine occupée, on a divisé la population palestinienne en autant d'entités religieuses ou communautaires qu'il était possible, hein, chrétiens, musulmans, bédouins, druzes, circassiens, etc. Et tout ça est inscrit sur les documents d'identité. Donc au Liban, le but était d'instrumentaliser la minorité chrétienne et peut-être éventuellement la majorité musulmane contre les minorités. On joue un coup la majorité contre les minorités, une autre fois les minorités contre la majorité. En tout cas, ça a toujours été la tentative. Et particulièrement avec l'extrême droite chrétienne. On a depuis le début, ça a été une des causes de la guerre civile au Liban dans les années 70, où l'entité sioniste voulait absolument imposer un gouvernement libanais chrétien qui serait complètement soumis à l'entité sioniste. C'est ce qui va donner la guerre civile libanaise des années 70. C'est pour s'opposer à cela que des forces d'opposition se sont constituées, et des forces d'opposition qui étaient de toutes les communautés. Alors il faut le savoir, c'est que ce projet échoue, c'est aussi parce que ce projet échoue qu'on a aussi cette crise actuelle. C'est-à-dire que le résultat de la guerre actuelle, de l'invasion, de l'agression actuelle, aura une grande répercussion sur le Liban de demain. Si effectivement l'entité sioniste est mise en échec au Liban, eh bien cela aura une grande action pour clarifier la situation au Liban et aller vers une situation au Liban beaucoup plus stable, justement beaucoup plus stable. Et ça, il est important de le dire. Donc, ça veut dire qu'aujourd'hui, les forces réactionnaires libanaises, qui sont principalement chrétiennes, mais pas uniquement, comptent sur le succès de l'invasion israélienne pour se maintenir dans un Liban qui serait complètement déséquilibré. D'ailleurs, à l'image de la constitution libanaise, qui est complètement déséquilibrée, qui a été mise en place par la France, avec un président libanais qui sera forcément chrétien maronite, avec un premier ministre qui sera forcément musulman sunnite, avec un président du Parlement qui sera forcément chiite. Cette constitution communautaire est absolument incroyable. Et c'est aussi contre cela. Alors, ce qui est important de dire, et nos amis sur le plateau l'ont souligné, c'est qu'actuellement, on n'a pas que Hezbollah, mais on a des chrétiens, on a aussi des druzes, on a aussi des sunnites qui soutiennent la résistance. Alors peut-être pas encore suffisamment, mais on a de nombreuses forces chrétiennes, notamment du Parti social national syrien, qui s'appelle Parti national social syrien, mais qui est au Liban, hein, où les chrétiens sont très représentés et qui soutient complètement et qui lutte actuellement contre l'invasion israélienne. On a aussi des groupes sunnites qui actuellement luttent complètement contre cette invasion israélienne. On a aussi des membres du Parti communiste libanais où il y a beaucoup de chrétiens. Très bien. Qui sont solidaires. Donc c'est important de dire que c'est un projet global à opposer à l'entité sioniste. Très bien. Je viens vers vous, Bassem Larej. Bassem Larej, dans quelle mesure on peut considérer que les interventions sionistes au Liban sont aujourd'hui en train de participer à un processus plus large de fragmentation de ce qu'on appelle les nations arabes, où elles rendent tout du moins difficile la souveraineté réelle face aux logiques de domination sioniste dans la région et occidentale? Ça, c'est quelque chose qui existe depuis très très longtemps, je dirais, dans la philosophie d'un certain nombre de responsables israéliens, d'essayer de diviser l'ensemble des États de la région qui pourraient éventuellement constituer dans la vision israélienne une menace par rapport à leur existence. D'où donc ce soutien à des groupes minoritaires parfois à amplifier les crises internes dans des États, dans le but toujours d'essayer de créer une instabilité à l'intérieur de ces États pour finalement les affaiblir, les faire entrer dans des crises internes, voire une fragmentation une guerre civile dans ces États, ce qui finalement permet à Israël de dominer la scène politique sur le plan régional. Et on le voit aujourd'hui de manière très flagrante en Syrie, avec le soutien en tout cas comment les Israéliens en tout cas essayent de manipuler la question avec un certain nombre de responsables de cette minorité en Syrie. Pas tous, c'est une minorité. Les Israéliens essayent de l'activer. Et
pareil, parce qu'il y a la Palestine occupée, une forte communauté russe également, dont une partie très proche du gouvernement israélien. Donc les Israéliens utilisent cette communauté russes d'origine palestinienne, finalement, pour essayer d'influencer les Druzes syriens. Et on le voit aujourd'hui également par rapport au Liban, en essayant de jouer sur la question des différentes minorités, entre chiites, sunnites, chrétiens, et toujours dans cette stratégie de diviser pour mieux régner. L'exemple iranien également parlant, parce qu'on voit régulièrement les autorités iraniennes ont annoncé l'arrestation d'un certain nombre de suspects qui auraient collaboré avec les autorités israéliennes pour essayer de stabiliser le pays dans différentes régions, notamment dans le Baloutchistan, dans la région de Ahwaz et au corridor irakien. Donc c'est une stratégie très ancienne en réalité. Très bien. Akram Khariev, brièvement, parce qu'on arrive à la fin du temps imparti à cette émission, beaucoup de puissances internationales, notamment l'Algérie, ont condamné avec la plus grande fermeté cette agression génocidaire contre le Liban. À votre avis, en dépit de l'incapacité du droit international et des institutions internationales de mettre un fin à ces agressions, pourquoi est-ce qu'il est aujourd'hui encore important pour les États, notamment des États comme l'Algérie, de continuer à condamner par la plus grande fermeté et appeler à la mobilisation internationale? Bon, ce n'est pas parce qu'aujourd'hui les structures de l'ONU notamment, mais les autres mécanismes de droit international sont défaillantes que nous ne devons pas, en tant que pays, en tant que monde multipolaire collectif du Sud, travailler sur d'autres alternatives. Et surtout, nous ne devons pas nous taire. Donc, préparer, travailler sur le droit, c'est aussi préparer l'avenir. Il viendra un jour où le Sud global va pouvoir se réunir, pouvoir s'unir pour justement appliquer un nouveau type de règlement international qui soit dépourvu de deux poids, deux mesures et qui soit en réalité juste pour tout le monde. Il faut rappeler que ces normes, ce monde tel qu'il est, tel que nous le vivons aujourd'hui, a été constitué en 1945. Donc la plupart des pays qui sont aujourd'hui à l'ONU n'existaient même pas, n'avaient pas leur indépendance à cette époque-là. Donc, il faut repenser le droit international. Mais encore une fois, ce n'est pas parce que les mécanismes existants sont défaillants que nous ne devons rien faire. Au contraire, plus nous nous manifestons, plus nous trouverons d'autres partenaires qui seront d'accord avec nous et qui nous permettra de reconstruire à zéro ce nouvel ordre mondial beaucoup plus juste. Très bien, je viens vers vous, Youssef Boussemaha. Un dernier mot peut-être avant de clore cette émission. Oui, justement, pour rebondir par rapport à ce que vient de dire notre ami, il est indispensable que l'Algérie fasse entendre sa voix, parce que je crois qu'aujourd'hui, il faut sauver l'ONU. La bataille qui est en cours aujourd'hui vis-à-vis de l'Iran, si l'échec américain est patent, l'échec de Trump est patent, cela aura une grande influence pour sauver l'ONU, parce qu'on voit bien qu'à travers tous ces événements, un des buts est de détruire l'ONU, de détruire le droit international. C'est pour ça que des voix comme celle de l'Algérie sont indispensables pour sauver ce qu'il est encore possible de sauver du droit international. Sinon, ce sera un monde de barbarie. Très bien. Bassem, brièvement, vraiment brièvement, vous qui êtes expert en droit international, est-ce que vous pensez que l'espoir est encore permis pour les populations, mais surtout pour le Sud global, d'apporter cet élan de réforme au sein des institutions internationales? Je crois que Bassem n'est pas avec nous, très chers téléspectateurs. On arrive à la fin du temps imparti à cette émission. J'ai eu le plaisir et l'honneur d'avoir été accompagné de Bassem Larej, spécialiste en droit international qui m'a rejoint depuis Paris. J'ai également le plaisir et l'honneur d'avoir été accompagné de Youssef Boussemaha, historien et militant antisioniste qui m'a également accompagné depuis Paris. Merci Youssef. J'ai eu également le plaisir et l'honneur d'avoir été accompagné de Akram Khariev, expert en défense et sécurité, et qui, je rappelle, vient juste de publier dans l'ambre de Shahed l'épopée du drone iranien, qui revient sur l'histoire donc de ce drone iranien qui a fait la guerre de 2026 lors de l'agression américano-sioniste. Et vous revenez sur cette histoire de 1981 à 2026. C'est bien ça, Akram?
Oui, tout à fait. Merci beaucoup. Merci pour l'invitation. Merci à vous de nous avoir accompagnés. Quant à vous, très chers téléspectateurs, l'info continue sur Al 24 News. Retrouvez tout de suite Asma Laïd pour le 19h Info.